Rétrofiction, donc qu'il a coécrit avec Joseph Alterac. Et donc, vous nous aviez donné déjà les Terres Creuses avant chez le même éditeur, là, chez Ancrage Belles Lettres, qui était déjà un maigre opuscule de 800 pages. On appelle ça le fascicule, oui. Voilà, le fascicule sur les Terres Creuses. Et maintenant, Rétrofiction. Alors, vous avez voulu vous surpasser 2464 pages quand même. Oui, et encore, on s'est limité parce que l'éditeur Piaffet, à la fin, comme on a mis 11 ans à le faire, il a perdu patience et il a fallu à un moment fixer nous-mêmes une deadline pour pouvoir lui remettre le manuscrit à temps. Ceci dit, on aurait pu faire 3 ou 4 ans de plus, ça nous aurait aussi arrangé parce qu'on s'aperçoit qu'on est obligé dès à présent de prévoir un supplément qui va paraître dans le prochain numéro du Rocambole. Voilà. Donc s'il y a des gens accros à ça, ils peuvent d'ores et déjà retenir le prochain numéro du Rocambole qui possède une centaine d'entrées. Donc c'est pas rien, je veux dire. Tous les bons copains ont attendu la sortie du livre pour nous donner les compléments, bien sûr, pour pas qu'on soit trop complet. Ceci dit, ça paraît beaucoup. Il y a presque 12 000 occurrences. Et après, on va parler de ce que contient le livre. C'est beaucoup et pas beaucoup à la fois, parce que 4 siècles de conjectures romanesques et rationnelles, résumées en 12 000 occurrences, en voulant être complet, ce qu'on n'est jamais, bien entendu, mais on a tendu vers la complétude et l'exhaustivité. On se rend compte que 4 siècles qui tiennent dans 2400 pages, comme le dit Jean-Luc, c'est quand même assez peu. Même si l'ensemble peut paraître beaucoup et très lourd et très gros, c'est rien du tout. Après, j'ai l'habitude de dire qu'on a l'impression devant cette masse que ça fait comme quand on rentre dans une faculté, à la fin d'un cours de mathématiques supérieures, où il y a des équations plein de tableaux, on n'y comprend rien du tout. Et en fait, si on a suivi le cours magistral, pas à pas, eh bien, on comprend tout et c'est assez simple. Là, c'est un peu pareil. Pour le fabriquer, on a mis du temps, on s'est mis d'accord sur la procédure, et après on a échangé par mail de manière à se mettre d'accord pour chacune des entrées. Alors on va peut-être revenir là-dessus, mais il faudrait peut-être expliquer d'abord à nos amis ici présents le sous-titre « Conjecture romanesque rationnelle ». Alors, excuse-moi, mais je ne compte pas sur moi pour t'expliquer ce que c'est. On se revendique de la pensée de Pierre Versin, que j'espère tout le monde connaît ici, qui est un encyclopédiste français vivant en Suisse, mort en 2002, mais qui a créé la première encyclopédie sur l'utopie, la science-fiction et le voyage imaginaire. Donc il a défini ça comme étant la conjecture romanesque rationnelle, qui n'est pas un terme simple, je l'entends bien, surtout que chacun de ces termes rassemblés côte à côte est encore plus complexe que chacun des termes expliqués un à un. Alors, conjecture, c'est la littérature du possible, de l'imaginaire et du possible scientifique ou pseudo-scientifique. Je prends un exemple, le voyage dans le temps, tout le monde sait que ça n'existe pas, mais après tout, depuis les derniers travaux, on se rend compte que peut-être il y aurait une possibilité, dans 1000 ou 2000 ans, de pouvoir voyager dans le temps. Eh bien, les littérateurs qui ont fait des romans ou des nouvelles ou des dessins sur le voyage dans le temps, sur la visibilité, sur le voyage dans le cosmos, sont réunis ici, et on a voulu se limiter dans le temps, parce que sinon, faire ça jusqu'à nos jours, c'était de la folie pure, déjà qu'on nous traite de fous furieux. On s'est limité au départ à Rabelais, parce qu'on considère que c'est le premier utopiste français, à cause ou grâce à l'abbaye de Thélème dans son Pantagruel, et au final, vers le plus près de nos jours, c'est 1951, donc en gros Barjavel, que j'espère aussi tout le monde connaît. Pourquoi? Parce qu'il a fallu se limiter au niveau du corpus et surtout prendre une date qui fait date dans l'histoire de la fiction romanesque, qui est l'apparition des premières traductions de la littérature de ce genre, de la science-fiction, dont le mot n'existait pas avant, bien entendu, en 1951 en France. Parce que là, on ne parle que du domaine francophone. Donc vous aurez les Belges, les Suisses, les gens qui ont publié dans les protectorats français. Je prends par exemple l'Indochine, le Vietnam, le Maroc, l'Algérie, voilà. Tout ce qui est francophone. Alors, et bien entendu, y compris la France. Et on s'est
permis quelques exceptions qui sont soit des dessinateurs, soit des littérateurs, qui ont fait toute leur carrière en France tout en ayant encore une carte d'identité italienne ou espagnole. Parce que la grande majorité de leur carrière a été faite sur le territoire français. Voilà. Alors, je tiens juste à dire une chose en préambule, après on continuera Jean-Luc, c'est la présence de deux autres auteurs qui nous ont aidés, et pas rien qu'un peu, qui ne sont pas sur la couverture parce que l'éditeur n'a pas fait ce contrat avec ces gens-là, mais qui sont sur la page de titre, qui sont Philippe Murat, qui est un médecin, qui nous a beaucoup aidé pour les conjectures scientifiques médicales, et Philippe Étuin, qui est un collectionneur de Amiens, qui est aussi fou que les trois autres auteurs, donc qui nous a aussi beaucoup aidé. Et c'est à leur demande qu'on les a rajoutés et qu'on les a fait travailler. On avait déjà travaillé, Jo et moi, plus de 5 ans avant leur arrivée. Donc ils ont rattrapé un peu le retard. Alors peut-être un petit mot, Guy Coste, sur la genèse du projet. Comment est-ce qu'on fait quelque chose comme ça? Alors vous avez commencé à dire qu'il y a beaucoup d'échanges, mais d'abord, comment est-ce qu'on a accès à toutes ces sources totalement inconnues? C'est deux questions différentes. Le point de départ, c'est la rencontre avec Joseph. Joseph Alterac. On s'est tout de suite compris, on a été présentés l'un à l'autre lors d'une convention à Paris, convention de science-fiction. Ça devait être à la Maison de la Mutualité, ça devait être Roland Goudmar qui faisait cette convention, et c'était en 81, quelque chose comme ça. C'est Dominique Martel, donc des 42, l'association qui œuvre beaucoup pour la science-fiction, qui m'a dit Guy, il faut absolument que je te présente un jeune, Joseph Alterac, qui s'intéresse aux mêmes choses que toi. Alors, dans la bouche de Dominique, j'ai tout de suite compris que ça allait coller, parce que qu'ils prennent le risque de présenter quelqu'un d'autre aux copains que j'étais, il a tout de suite senti que ça allait coller entre nous, et effectivement, la forme de pensée de Joseph est rigoureusement identique à la mienne. C'est-à-dire qu'on a les mêmes goûts, on a les mêmes façons de voir les choses, l'appartenance à la pensée de Pierre Versin était identique, et on ne l'a jamais renié. C'est-à-dire que dès le début, dès l'introduction de Rétrofiction, on dit qu'on rend hommage à Pierre Versin, qu'on essaye de le compléter dans nos modestes moyens, qu'on se limite au domaine francophone, et comme ça qu'est née l'idée. Mais presque dès le départ de notre rencontre. Ensuite seulement, on a rédigé, enfin, j'ai commencé à rédiger Les Terres Creuses. Lors d'une autre convention, ça devait être à Nancy, j'ai fait lire le premier manuscrit à Joseph, qui m'a dit « Waouh, c'est bien, il faut absolument que je travaille avec toi ». Non pas qu'il voulait se raccrocher au projet, j'avais pas besoin de ça, mais ça l'a beaucoup séduit. Et il m'a dit, il m'a parlé de 2 ou 3 sujets complémentaires que j'avais pas abordés. Donc il m'a dit, j'arrête tout et on bosse tous les deux. Voilà, c'est comme ça qu'est née Les Terres Creuses. Alors que l'idée de Rétrofiction était déjà dans les tuyaux bien avant. Mais le monde éditorial est fait de telle sorte que les Belles Lettres ont accepté le projet des Terres Creuses parce qu'il était quasiment rédigé. Donc on a travaillé 4 ou 5 ans de plus, ensemble, de la manière dont on va parler tout à l'heure, et Les Terres Creuses sont sortis en 2006. Alors on peut dire succès d'estime et succès pour l'éditeur, parce qu'il avait pris un risque en tirant avec un nombre d'exemplaires pour ce type de livre très spécialisé, il faut bien le dire. C'était un risque énorme pour lui, et il a réussi à vendre en 3-4 ans l'ensemble du tirage des Terres Creuses, ce qui fait que quand on lui a proposé le projet de Rétrofiction, aussi fou qu'il avait compris que nous étions, il a accepté l'idée et il nous a laissé beaucoup de temps. Le temps, je vous ai dit, on a mis 11 ans à faire ça, en rédaction, mais en recherche de documents, ça faisait 40 ans que moi je cherchais, peut-être autant pour Joseph, bien qu'il soit plus jeune que moi, et voilà, donc ça a bien collé. Et il faut dire aussi que, il me semble, alors je connais mal le milieu de l'université, mais l'université commence à s'intéresser sérieusement à la science-fiction depuis une dizaine d'années. Donc depuis le début de la rédaction de Rétrofiction. Et aucun universitaire, aussi fou soit-il, n'aurait le temps, la patience et l'argent pour faire un début de rédaction de cette taille. C'est évident.
Ces gens-là ont une carrière à construire, ont des cours à assurer, donc ils ne pouvaient pas se consacrer à cela de cette manière. Et comme Jo et moi, on avait un peu de temps, moi je travaille beaucoup la nuit, et lui il est professeur de mathématiques pour vous dire les choses, donc il a un peu de temps aussi à consacrer à ça. Et le projet l'emballait. À aucun moment, pour vous rassurer sur l'état de notre santé mentale, on a baissé les bras. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on a eu une lassitude. On s'est dit, oh non, on arrête, c'est trop compliqué, c'est trop long, trop gros, tout ce qu'on veut. À part des petits moments de faiblesse, mais bon, l'intérêt d'écrire à deux aussi, c'est qu'on se remotive facilement l'un par rapport à l'autre. Et ça, c'est très, très intéressant. En plus, sur eu des fâcheries, pour se fâcher avec Joseph, il faut vraiment le faire. Donc, non, ça s'est très, très bien passé. Voilà.